Andrea Cotarac, bonjour. Vous inaugurez cette nouvelle formule des portraits d'éléments. Alors, on a souhaité intituler ce portrait Un insoumis, vraiment insoumis. Et évidemment, nous obligerons à poser toutes les questions qui seront de nature à faire comprendre la vie et le parcours politique d'Andrea Cotarac. Alors, vous êtes d'origine serbe, mais votre nom semble plutôt d'origine croate. Vous avez un prénom italien ou un prénom grec, Andrea, une mère d'origine iranienne, je crois. Vous avez fait vos études à Lyon. Alors la question qui se pose évidemment, c'est, Andrea Cotarac, vous êtes ce qu'on appelle un anywhere, perdu chez les somewhere. En termes d'identité, vous êtes quoi? Un Gaule-Lyonnais, un Français de souche, un citoyen du monde? Écoutez, merci de m'avoir accueilli. Je suis un lecteur assidu d'Éléments, donc c'est un plaisir pour moi d'inaugurer cette formule. Vous êtes un connaisseur parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de Cotarac en Croatie qu'en Serbie. L'histoire, bon, il y a prescription, je peux en parler. On aurait eu un ancêtre qui, à l'époque, au Monténégro, aurait assassiné un policier turc ottoman. Et du coup, la famille a dû fuir en changeant le nom, en passant de Kotarčević à Cotarac. Et une branche est partie en Croatie et la deuxième branche, la mienne, est partie du côté de la Serbie, un peu en cavale, et s'est installée là-bas. Alors, mes racines, elles sont très claires. Moi, je suis né en France, à Évian-les-Bains. J'ai grandi en Haute-Savoie, de deux parents français, avec des origines certes, mais deux parents qui étaient déjà français à ma naissance. J'ai eu le bac à Lyon, et comme beaucoup de... J'ai eu le bac en Haute-Savoie, et comme beaucoup de Hauts-Savoyards, je suis parti à Lyon faire mes études. C'est-à-dire que j'ai un parcours plutôt classique, avec des racines bien ancrées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je crois que pour savoir d'où on vient, il y a un sondage qui est sorti récemment sur le fait que 79% des Français expliquent qu'ils souhaiteraient travailler dans leur zone natale parce que c'est là où ils se sentent le mieux. Eh bien, incontestablement pour moi, là où je me sens le mieux, c'est en Haute-Savoie, là où j'ai grandi. Sur le caractère français ? Oui. Incontestablement, je me considère comme un Français, en étant fier de la Haute-Savoie. Vous savez, dans ma période, à l'adolescence ou la préadolescence, on se pose des questions sur son identité, sur qui on est, où est-ce qu'on va. Et à cette période-là, on a eu chez moi les bombardements de l'OTAN sur la Serbie. Donc ça a renforcé finalement ce questionnement en moi, puisque quand j'allais en Serbie, je voyais le regard de certains de mes cousins, notamment une de mes cousines qui s'appelle Marina, qui m'a dit « Mais Andrea, tu sais que dans notre famille, de génération en génération, depuis ton arrière-grand-père qui a combattu avec les Français, on a été élevé dans l'amour de la France. Que les Américains nous bombardent, à la rigueur, c'est pas grave, mais que les Français nous bombardent, c'est grave pour nous, les Serbes. Pourquoi faites-vous ça ?» Et c'est vrai que c'est une question qui m'avait particulièrement frappé à l'époque. Et j'avais à cette adolescence deux choix qui se présentaient à moi. Soit le choix de cette tendance qu'on a décoloniale, qui passent leur vie à dire que les Français sont des racistes, que la France est impérialiste, qu'elle est mauvaise et à demander des dédommagements à la France, ce que font une partie des descendants ou de la 4e, 5e génération d'immigrés, notamment d'Algérie. Ou alors prendre le chemin escarpé, celui que j'ai pris, en me disant, voilà, j'ai été élevé dans l'amour de la France, eh bien, mon objectif, c'est de faire en sorte que la France soit grande, c'est d'aimer mon pays et de faire en sorte qu'à l'avenir, eh bien, la France ne se défigure pas en faisant de telles opérations dans les fourgons de l'OTAN, parce que son identité en prend beaucoup. Voilà. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui souhaite construire de nouvelles statues à la gloire de la France, plutôt qu'en déboulonner, ce que font les ouin-ouin, comme on les appelle, ou les pleurnichards. Alors, pourquoi cet engagement à gauche? Est-ce que c'est un engagement qu'on qualifierait d'adolescent, puisqu'on considère que l'espace d'un instant, beaucoup d'engagements adolescents se situent à gauche? Pourquoi cet engagement? On parlera après de votre passage de jeunesse, si je puis dire, au parti de gauche et à vos rapports avec vos adversaires de l'époque. Oui, mais on y reviendra. Moi, à 18 ans, ça a commencé comme ça, en Haute-Savoie, donc dans ma zone natale, à Thonon-les-Bains, où finalement, il y avait eu au lycée ce CPE, ce contrat première embauche de Villepin. J'y étais clairement opposé en tant que lycéen à l'époque, parce que j'y voyais là ce qu'on vit aujourd'hui, de nouveaux esclaves, une précarité, un CDI qui n'est plus la norme, mais qui devient l'exception, et finalement une galère pour beaucoup de jeunes Français. Et à ce moment-là, un type de gauche qui s'appelait Georges Constantin m'a dit « Tiens, j'aimerais bien que tu sois sur ma liste pour les élections municipales ».
J'avais 18 ans, j'y suis rentré. On m'a dit, mais adhère au Parti Socialiste, etc. Donc là, j'étais un peu distant. Et puis en fouillant un peu ce qui se passait au PS, il y avait un homme qui m'intéressait parce qu'il tranchait avec les autres. Les autres étaient déjà sociolibéraux, étaient déjà avec Ségolène Royal, avec François Hollande et les autres. Il y en avait un qui tranchait, qui n'était pas très connu à l'époque, qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon, c'était un sénateur. Et c'était le seul à gauche qui était pour une sortie de l'OTAN, qui parlait de souveraineté, de souverainisme, d'indépendantisme français, de fierté nationale. Et finalement, je me suis dit que c'était cet homme-là que je suivrais, parce qu'il était de gauche à la fois pour un partage des richesses, à la fois pour faire en sorte que personne ne doit être mis de côté sur la route. Laissé pour compte. Et laissé pour compte. Et en même temps, c'est quelqu'un qui était fier de sa patrie. Et ça, je voyais que c'était déjà très rare en 2008 à gauche, mis à part cet homme-là, qui ensuite a créé le Parti de gauche. Donc j'ai été cofondateur du Parti de gauche, puis du Front de gauche, puis de la France insoumise, et j'ai poursuivi cette aventure aux côtés de cet homme. En 2011, vous êtes responsable des jeunes, je crois, du Parti de gauche, c'est ça? Donc inféodé, très inféodé même à Jean-Luc Mélenchon. Mais les anecdotes qu'on a pu collecter laissent penser que vous n'avez pas de sectarisme idéologique, puisque même vos adversaires politiques de l'époque, avec qui vous, non seulement vous correspondiez, mais vous preniez des cafés, vous discutiez, ce qui est un comportement assez rare, on va dire, puisque généralement, on sait où mène le sectarisme. Ça semble assez incompréhensible. Et puis, donc on va y revenir, et puis quelques points de vue qui nous sont rapportés. Déjà à l'époque, vous sembliez pas très fanatique de la régularisation des sans-papiers, et puis ce tropisme serbe, sans doute, qui vous fait voir d'un bon œil le travail d'associations comme Solidarité Kosovo. C'est peut-être l'atavisme serbe, je n'en sais rien. Et puis je crois que à la fréquentation d'un certain nombre de vos camarades d'aujourd'hui, à l'époque adversaires, il y a, je crois, des vacances en Serbie qui sont assez importantes. Et puis, il y a cette anecdote que vous allez nous raconter, qui, je crois, est restée dans les mémoires du Conseil régional. C'était au Conseil régional, c'est ça? C'est cette fameuse anecdote des verriers de Givors, que je trouve très intéressante, mais que vous allez nous raconter. Mais après avoir répondu aux questions préalables. Effectivement, donc j'ai le bac en Haute-Savoie. Je suis déjà engagé à gauche. Je pense que toute ma classe et toute la jeunesse pensent comme moi. Et puis j'atterris à Lyon 3, université où on a Patrick Louis, on a Bruno Gollnisch, où on a Bernard Lugan. Le jour de mon inscription, il était inscrit au fronton gréviste enculé. Je ferme les guillemets. Par conséquent, je rentrais dans un nouveau monde. Je rentrais dans le monde de la conscience politique, de la confrontation des idées, du conflit. Et finalement, quand on est engagé politique, eh bien, même pour les adversaires, on a une forme de respect. Parce qu'on sait qu'eux aussi risquent finalement pour leur vie sociale, eux aussi ont du courage de s'engager, et donc il y a un respect. J'ai constaté parallèlement qu'aujourd'hui en politique, et je le voyais à gauche, il n'y avait plus d'idées, Chantal Mouffe en parle, il n'y avait plus de construction d'un projet alternatif. On a eu une gauche qui devenait synthétique, qui était gentille et qui devenait finalement libérale. François Hollande était très clair là-dessus. Et donc, il n'y avait plus de projet alternatif. Ça manquait de populisme, ça manquait d'alternatives. Et ça manquait aussi de confrontation d'idées. Moi, je suis partisan d'une démocratie où il y a du conflit. C'est le conflit entre les idées qui crée la conscience chez les citoyens. Il n'y en avait plus. Eh bien, c'est en croisant notamment Antoine Méliès, qui était étudiant engagé au Rassemblement national, étudiant en droit, que j'ai commencé à avoir des discussions. On en avait d'autres, hein, Paul-Alexandre Martin. Il y avait un tas de jeunes engagés, patriotes. Et effectivement, nous avions des confrontations d'idées ou parfois des points de vue similaires. Ça a commencé déjà très tôt, la similitude entre des points de vue de personnes de gauche et du Rassemblement national. Vous avez parlé de la régularisation des sans-papiers. J'y étais opposé, comme Georges Marchais a pu l'être avant. Puisque l'immigration peut se voir sous l'angle de l'identité, mais ça peut se voir aussi sous l'angle social. On a aujourd'hui des grands patrons, on a une finance internationale qui souhaite plus d'immigration. Vous voyez, la Suisse, par exemple, a eu un référendum pour ou contre la limitation de l'immigration. L'armée de réserve du capital. Exactement. En Suisse, on a eu un référendum pour ou contre la limitation de l'immigration. Eh bien, les 14 plus grandes organisations patronales suisses étaient toutes pour plus d'immigration.
Et on voit que, parallèlement, des bateaux d'ONG dans la Méditerranée, se croyant en Che Guevara des temps modernes, ont récupéré des Libyens sur les côtes libyennes pour les emmener ici, finalement travaillent pour le grand patronat. Le gauchisme et le grand patronat, finalement, sont les deux faces de la même pièce. Objectifs. Et il n'y a que eux qui sont pour l'immigration aujourd'hui. Les peuples n'en veulent pas. Donc voilà quelque chose d'intéressant. D'autres points communs existent, comme sur les relations internationales. L'opposition à la guerre en Libye, c'était à l'époque où j'étais étudiant, l'opposition à la guerre en Syrie, et bien d'autres interventions où, là encore, des jeunes du RN et moi-même étions parfaitement d'accord. Ça troublait vos camarades du parti de gauche de l'époque? Ça troublait des camarades du parti de gauche qui se considéraient de gauche, donc finalement, pour eux, c'était impossible d'avoir ne serait-ce qu'un millimètre carré de points communs avec des gens du RN. C'est plutôt la culture la plus répandue. Tout à fait. Moi, j'ai aucun problème. Vous deviez dénoter. J'ai aucun problème à le dire. La gauche est beaucoup plus sectaire que des gens de droite pour discuter, pour débattre ou pour serrer la main, tout simplement. Ça, c'est une évidence. Mais Jean-Luc Mélenchon, lui, n'était pas surpris. Jean-Luc Mélenchon était pour la sortie de l'OTAN. Il était contre les interventions. C'est un des seuls qui a voté contre les bombardements de la Serbie, j'en parlais tout à l'heure. Il a toujours été contre le droit d'installation sans condition de migrants sur le territoire français. Il avait d'ailleurs... On y reviendra si vous voulez bien, parce qu'il semblerait qu'il ait changé d'avis. Et il a changé complètement d'avis, on pourra y revenir. Et sur les verriers de Givors, effectivement... ça, c'est une anecdote assez amusante. C'est extraordinaire ce qui s'était passé. Un peu en détail, parce que ça montre un certain nombre de choses. Sur les verriers de Givors, c'est extraordinaire. On a un vœu proposé par Antoine Méliès, qui est un élu du Rassemblement national, qui a pour objectif de défendre les verriers de Givors, qui étaient tous victimes de cancer. Ancienne activité de Givors, évidemment très connue. Bien sûr. De par leur travail, de par leurs conditions, de par l'amiante et tout un tas de polluants, beaucoup d'entre eux sont devenus très malades. Et le ministère de la Santé n'avait pas encore reconnu justement cette maladie due au travail qu'ils avaient eu et dur labeur qu'ils avaient subi durant leur carrière. Et là, Antoine Méliès propose justement un vœu pour solliciter le ministère de la Santé pour prendre en charge ce dossier et défendre nos ouvriers locaux, anciens ouvriers de Givors. Et là se pose un débat à gauche qui s'est toujours posé. Quand un bon texte est déposé par le Rassemblement national, est-ce qu'on vote contre parce que c'est le Rassemblement national? Est-ce qu'on ne prend pas part au vote parce qu'on fait semblant que ça n'existe pas? Ou est-ce qu'on vote pour en privilégiant le fond? Il était bien évident pour moi que d'avoir des ouvriers qui étaient en plus dans la salle du conseil régional, ici, présents, qui attendaient de nous justement du répondant un soutien ferme, total pour leur combat, il était bien évident que je n'allais pas prendre part au vote ou voter contre. C'était contre nature pour moi de voter contre des ouvriers qui avaient travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui étaient rejetés tout simplement parce que les gens de gauche ne veulent pas voter un texte du RN. Quelle était la consigne? Quelle était la consigne de vote? Écoutez, il y a eu une suspension de séance carrément, puisque les groupes devaient discuter. Donc pas de consigne de vote? Et à la fin, j'ai dit, écoutez, c'est simple, moi je voterai pour ce vœu parce que je privilégie le fond. Demain, je veux me regarder dans une glace et me dire, tu as défendu des ouvriers, peu importe si c'est le RN qui l'a déposé. D'autres ont voté contre. Et finalement... au sein de votre groupe, bien sûr. Au sein de mon groupe, évidemment, parce que c'était le Rassemblement national. Et finalement, Wauquiez, ayant vu... président de l'époque. Président de la région, ayant vu le caractère unanime sur le fond, a fait un amendement en changeant une virgule et en rajoutant un point-virgule, en l'estampillant LR, de manière à ce que sa majorité puisse voter et que la gauche soit libérée de sa conscience pour ne pas voter un texte du RN. Donc au Conseil régional, c'était une sacrée expérience puisque en luttant contre le CETA, en luttant contre le TAFTA, en luttant contre le mondialisme en général ou en prenant la défense de certains ouvriers, j'avais la surprise d'avoir un groupe RN qui criait « Bravo, M. Cotarac » dans l'Assemblée et qui me l'applaudissait. L'ambiance de l'autre côté était moins bonne puisque mes collègues râlaient en disant « Tu es encore applaudi par les fachos ». Bon, et puis après, je crois qu'il y a eu cet épisode intéressant que vous allez nous raconter du voyage à Yalta, qui est, je crois, le démarrage d'autre chose, le début d'autre chose. Tout à fait. Bon, la France insoumise, on en parlera sûrement durant cet entretien, a changé après 2017. J'ai eu déjà fin 2018 l'exclusion de certains amis comme Georgi Kuzmanovic,
On y on y reviendra. reviendra si vous voulez bien. Bah, écoutez, sur Le voyage à Yalta, puisque pour vous, c'est fondateur, si je puis Oui, dire. c'est fondateur, mais ça arrive après une longue réflexion où je vois l'islamo-gauchisme, je vois un tas de concepts qui commencent à gangréner la France insoumise, gangréner l'université, gangréner l'école. Et Yalta arrive, donc c'est les autorités russes qui nous invitent à un forum économique qui se passe régulièrement à Yalta. Qui vous invite, qualité d'élu de la France insoumise. Exactement. Personnellement, nominativement. C'était le parti de gauche, pardon. C'était la France insoumise. C'est la France insoumise. Je suis invité. Les sujets me paraissent parfaitement intéressants. Le rôle du dollar dans les relations, l'extraterritorialité des lois américaines, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, comment ils s'organisent, etc. Je décide d'y aller. Je préviens Jean-Luc Mélenchon, comme quoi je vais aller à ce forum. Lui-même étant invité, je lui transmets sa propre invitation nominative. Il refuse d'y aller puisqu'il y avait diverses élections qui arrivaient derrière. Marine Le Pen est invitée mais refuse aussi parce que forcément, partir loin en Crimée, c'est quand même pas terrible dans une campagne. Autant rester sur le sol. Moi, j'y vais. Il y a là 3000 personnes dans ce forum, 5 Français. Et vous êtes le seul représentant. Et je suis évidemment le seul représentant de la France insoumise et même le seul de gauche, puisqu'on a Thierry Mariani, on a Nicolas Dhuicq, ancien élu LR, nous avions Marion Maréchal, nous avons, bref, diverses personnes françaises qui sont là, toutes invitées nominativement. Et là, j'ai un journaliste du Monde, voyant ça... On ne le citera pas. On ne le citera pas, mais son nom est assez intéressant, qui m'a parlé du fond, je lui donne une interview, je parle du rôle du dollar, je parle du programme de la France insoumise, notamment faire alliance avec les BRICS. C'est la promotion qu'on en faisait en 2017. Et lui fait un article sur André Cotarac, invité par Vladimir Poutine avec des fascistes, voilà, français. Raphaël Glucksmann s'empare de l'article, et là, la pression recommence sur moi. C'est votre fête en rentrant. C'est ma fête en rentrant. Alors Jean-Luc Mélenchon était un peu énervé, mais en même temps un peu calme, puisqu'il était au courant de tout ça. Mais j'ai remarqué quand même que j'étais bien seul à la France insoumise, que les souverainistes, où beaucoup d'entre eux étaient déjà partis, que j'étais la nouvelle cible. J'ai eu des appels de Daniel Simonet, d'un tas de cadres de la France insoumise qui m'ont attaqué frontalement, alors que mes propos n'étaient en rien contradictoires avec le programme de la France insoumise, qui notamment faisait la promotion de l'alliance avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Et je leur ai dit que le R de BRICS, c'était pas pour Rungis, mais c'était bien pour la Russie. Très bien. On repassera tout à l'heure à la France insoumise, mais quelques questions dans le désordre, quelques questions de fond. Qu'est-ce que ce mot célèbre de Marc Bloch? Vous savez, il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais notre histoire. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Qu'est-ce que cette phrase vous inspire? C'est-à-dire Jeanne d'Arc ou Jean Jaurès? Enfin, si on peut le dire comme ça. Écoutez, moi je suis et Jeanne d'Arc et Jaurès. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que les Français et même la classe politique française a perdu finalement le sens historique des personnages qu'on a eus tout au long de notre histoire. Jeanne d'Arc aujourd'hui est considérée comme une figure d'extrême droite, comme disent les militants de gauche. En réalité, il n'en est rien. Jean Jaurès lui-même, en 1911, fait les éloges de Jeanne d'Arc, qu'il considère comme la prolétarienne de l'époque. Il écrit « Cette jeune fille humble des champs qui sait quelles sont les souffrances de ses amis paysans et qui déjà prévoit quelque chose de pire, c'est l'invasion justement de la nation française. » Donc on a là vraiment, Jeanne d'Arc a tenté d'être un symbole, en tout cas de la gauche, de la part de Jaurès. L'Humanité, le journal du Parti communiste, lui-même faisait la une avec Jeanne d'Arc, justement du côté des travailleurs, du côté des paysans, du côté de ceux qui étaient dans le travail, dans la difficulté, dans la souffrance, mais aussi qui pouvaient être volontaires pour défendre la patrie. Le Parti radical de gauche en a fait un symbole d'union justement de la République française, d'indivisibilité. Donc on voit bien que je suis à la fois Jeanne d'Arc et Jaurès. C'est ça la France. Napoléon Bonaparte a fait la même chose. Hein. Vous reprenez une pièce, un franc sous l'Empire, vous avez d'un côté Napoléon, empereur des Français, et de l'autre, vous avez République française. Voilà, c'est ça la France finalement. Très bien. On bascule du côté serbe. Dans l'histoire de la Serbie, votre personnage historique serbe préféré?
Écoutez, bon, il y en a un qui n'est pas serbe, mais qui est assez intéressant. C'est le maréchal Tito, mine de rien, pour des raisons très précises. Oui, il était croate. Il était croate, mais la majorité de ses troupes étaient serbes, résistantes. Et l'autre résistance était aussi serbe à 100%. Donc Mihailović. Mihailović. On a là deux personnages très intéressants qui finalement représentent ma famille tout court. Ma grand-mère était résistante royaliste, nationaliste. Tchetnik, quand mon grand-père était partisan, résistant anti-nazi. Et on a là finalement un couple qui s'est créé. Finalement, ce sont mes gènes politiques qui sont reflétés par ça. Donc Tito a su prouver qu'il fallait botter les Allemands hors du pays pour reprendre sa liberté, tout seul, sans aide extérieure. Et quand il a aussi dit non à Staline pour faire partie du pacte de Varsovie. Donc on a là une personne qui a respecté la souveraineté, qui sait ce que c'est que la liberté et qui a eu surtout le courage politique de dire non à la fois aux Allemands et à la fois à l'URSS. Draža Mihailović est aussi très intéressant, ami de Gaulle, diplômé de Saint-Cyr, il sort de Saint-Cyr, donc un lien avec la France très fort. Mais il y a un tas de personnages, même de l'époque, qui font le lien entre la France et la Serbie, notamment le chevalier Miloš Obilić, qui à la fin du XIVe siècle, alors que l'Empire ottoman avance dans la péninsule balkanique, eh bien, une bataille s'organise au Kosovo entre les troupes serbes et l'Empire ottoman. C'est une fameuse bataille. La bataille du Champ des Merles, absolument, en 1389. Et ce chevalier serbe avait promis qu'il allait tuer le sultan Murat, ce qu'il a fait. Il a assassiné le chef des Ottomans et il s'est fait derrière couper la tête. Donc c'est aussi le symbole finalement du sacrifice d'un homme pour la patrie. Je trouve ça aussi cette image très belle. Puisqu'on en est à la Serbie, en utilisant cette expression de balkanisation, est-ce que la balkanisation de la France aujourd'hui vous inquiète, vous obsède? Tout à fait. Si vous voulez, j'avais alerté quand j'ai quitté la France Insoumise, on y reviendra, et que j'ai rejoint les RN, sur un tas de concepts qui allaient diviser, fracturer la nation française. L'islamo-gauchisme, l'écriture inclusive, les concepts racialistes qui nous sont apportés de Washington. À l'époque, tout le monde rigolait, mais aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine, ou même une journée sans qu'on en parle. Il y avait l'islamo-gauchisme il y a 3 semaines, il y avait l'écriture inclusive la semaine dernière. Cette semaine, on a les questions de laïcité. On voit qu'on a toute une jeunesse, notamment lycéenne, qui sont américanisées dans leurs esprits et qui considèrent que la laïcité, c'est nul. Donc, il ne se passe pas un jour sans ça. Donc oui, la balkanisation de la France me fait peur. George Kuzmanovic avait écrit en disant que la Yougoslavie de l'époque s'était faite comme la France. Mais je lui réponds simplement que je n'ai pas envie que la France finisse comme a fini la Yougoslavie. Absolument. Et je vais même aller plus loin. Je pense que la situation française est plus dangereuse et pire que celle de l'ex-Yougoslavie. Parce qu'en ex-Yougoslavie, vous prenez le cas du Kosovo, c'est un séparatisme territorial. Les Albanais musulmans sont devenus plus nombreux sur un territoire donné. Démographique et territorial. Et on demandait... Faussement démographique, d'ailleurs. Exactement. Et on demandait la séparation du pays pour être indépendant chez eux. En France, c'est bien plus dangereux, c'est que le séparatisme est partout. Sur l'ensemble du territoire français et dans l'ensemble des strates de la société, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans les lycées, on l'a vu avec Samuel Paty, on l'a vu dans les syndicats, on le voit dans les églises, on le voit de la part de Français qui sont convertis, mais on le voit aussi de la part de migrants qui arrivent. Le séparatisme, pour moi, en France, dans mon pays, est bien plus dangereux que celui vécu en ex-Yougoslavie, où c'était très territorialisé finalement. Que vous inspire le célèbre mot de Goethe, « Je préfère une injustice à un désordre » ? Écoutez, souvent à gauche, on parle d'injustice plutôt que d'ordre, et à droite, plutôt l'ordre contre l'injustice. On préfère l'ordre à l'injustice. Je pense que ces deux visions sont biaisées. Vous savez, à gauche, à l'époque, on faisait des tracts à destination des policiers, avec Jean-Luc Mélenchon à l'origine, aux gendarmes, aux pompiers, à tous ces agents du service public qui se confrontent justement à de nombreuses difficultés sur le territoire de la République. Aujourd'hui, la France Insoumise ne parle que d'une chose lorsqu'il parle des policiers, c'est les violences policières. C'est quand même un problème, d'autant plus qu'à gauche, on a tendance de plus en plus à s'opposer aux policiers, à s'opposer à l'ordre
et à considérer que finalement, quand il y a un peu un chaos, c'est finalement pas si mal. On a un côté libertaire finalement à gauche aujourd'hui, mais je crois que cette vision est fausse. Mais ça n'était pas le cas à l'époque. Comment expliquer cette évolution? Je pense Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a une évolution stratégique. On va chercher les voix, notamment de Français C'est une de tactique électorale. confession musulmane dans divers quartiers. Quand Jean-Luc Mélenchon dit sur Twitter qu'en 2015, qu'on a le droit d'être islamophobe, philosophiquement parlant, de critiquer une religion, d'en avoir peur, ou de critiquer les religions, d'avoir peur dans les religions, je veux dire, c'est tout à fait possible. Je ne parle pas du croyant qui sera attaqué, je parle vraiment philosophiquement on a le droit d'être islamophobe dans notre pays. Eh bien, 4 années plus tard, le voilà qui manifeste contre l'islamophobie aux côtés des frères musulmans. Donc on voit bien qu'il y a une tendance très claire, un changement stratégique. Et je crois que l'ordre ou l'injustice, on a même, avant Mélenchon, vous parliez tout à l'heure de la Yougoslavie de Tito, on avait à la fois l'ordre et la lutte contre les injustices. Moi, je me suis amusé un jour, c'était un pur hasard, où je regardais une vidéo d'un délinquant dans le métro parisien qui s'attaquait à des policiers, à des agents de la RATP, en les insultant, en leur demandant d'enlever les menottes pour se battre avec eux. Et j'étais à ce moment-là avec un policier de l'époque de Tito. Et je me suis amusé, par curiosité, par comparatif juridique et d'époque, à lui soumettre la vidéo et à lui demander son avis. Qu'est-ce que votre police aurait fait face à ce cas d'espèce? D'abord, il était très choqué que la police française soit aussi gentille avec ce type d'individu, en vous voyant, en évitant de répondre aux insultes. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que toi tu aurais fait? Sa réponse a été, nous en aurions fait un méchoui, accompagné d'un rire gras. Par conséquent, toutes ces personnes-là étaient toutes membres du Parti communiste de gauche. Mais l'ordre régnait parce qu'il fallait à la fois lutter contre l'injustice et à la fois lutter contre la délinquance. Il n'y a pas d'opposition, si vous voulez, entre les deux dans de nombreux pays dans le monde. Et même à l'époque de Georges Marchais, lorsqu'on voit le gang Traoré et qu'un des frères a tabassé un chauffeur de bus de la RATP, et ce n'était pas suffisant, il a ensuite brûlé son outil de travail, le bus. À l'époque, même quand j'y étais à gauche, on ne se serait pas posé la question une seule seconde. On aurait soutenu moralement et politiquement l'agent du service public qui venait de se faire tabasser et qui voyait son outil de travail brûler. Aujourd'hui, vous voyez très bien que la gauche défend sans condition et sans réflexion le délinquant, pas parce qu'il est délinquant, mais parce qu'il est de couleur noire et que l'intersectionnalité, que tous ces concepts qui nous arrivent de racialisme fait en sorte que si on est de couleur noire, on est forcément gentil, on est forcément une victime. Bah non, quand on est de gauche, il y a l'ordre et évidemment qu'on soutient d'abord le travailleur plutôt que le délinquant. Oui, mais la question qui me vient à l'esprit, c'est, vous n'êtes quand même pas le seul dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut imaginer que la réflexion que vous faites, vous, Andrea Cotarac, d'autres ne la partagent pas? Jusqu'à présent, vous êtes un peu unique dans votre cas. Vous avez opéré ce basculement, si je puis dire. Oui, j'ai basculé. On ne peut pas imaginer que vous soyez seul. Non, je ne suis pas seul, je le sais, puisque j'ai encore des liens avec certains insoumis, avec certains électeurs, avec d'autres personnes de gauche. Et c'est amusant d'ailleurs aussi sur le comportement humain, puisqu'on a toujours à gauche une forme de psychodogmatisme. On n'a pas le droit de dire publiquement ou sur un réseau social « Tiens, Cotarac a raison et Marine, c'est super ». Vous me racontiez d'ailleurs, avant cette interview, que certains, sur les réseaux sociaux, vous insultaient et en fait continuaient à échanger avec vous par d'autres moyens. C'est étonnant sur le comportement humain, ça prouve à quel point le psychodogmatisme chez les cadres est important. Si on est au RN, on est forcément méchant. Pourtant, le fond, sont totalement en accord. Et j'avais effectivement une personne qui m'avait insulté sur les réseaux sociaux. Facho, salopard, traître. Et cette même personne, 5 minutes plus tard, m'a envoyé un SMS en disant « Je partage tout ce que tu dis, bravo pour ton courage, etc. etc. » Il y en a même une autre qui m'a écrit en disant « Je vais faire comme toi, je vais voter RN aux européennes, mais par contre, je suis obligé de m'enlever de ta liste d'amis sur Facebook. » Parce qu'ils vont faire des listes, etc., pour savoir qui reste. Je l'ai rassuré en disant « Mais Jean-Luc Mélenchon est toujours ami avec moi. » Je veux dire, alors justement, à propos de Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez jamais dit d'horreur sur lui. Hein. Contrairement à d'autres, on peut citer l'illustre, entre guillemets, Thomas Guénolé, dont un de nos amis le compare au gendarme flageolet,
à la main baladeuse. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne Mélenchon, vous n'avez jamais, jamais dit d'horreur sur lui, effectivement. Comment analysez-vous cette espèce de mystère Mélenchon, c'est-à-dire tous les traits de caractère que vous avez évoqués le concernant, son attitude politique jusque-là, et ce changement brutal, puisqu'aujourd'hui, c'est effectivement le héros de l'intersectionnalité et du reste. Tout à fait. J'ai jamais dit du mal de Mélenchon parce que mon métier, c'est pas de critiquer ni la France Insoumise ni Mélenchon, c'est de créer de la conscience chez les citoyens, notamment chez les électeurs de gauche, en leur disant « mais voyez aujourd'hui, celle qui défend une protection sociale, nationale des travailleurs français, celle qui propose une souveraineté, celle qui propose plus de démocratie, celle qui propose de défendre la République face au séparatisme, l'unité de la nation face au racialisme et à tous ces concepts d'intersectionnalité, c'est aujourd'hui Marine Le Pen. On dit que je suis seul, mais il y a 3 sondages, 3 enquêtes différentes qui se succèdent, qui expliquent que 60% des électeurs de la France insoumise voteraient Marine Le Pen contre Macron. C'est que des enquêtes, c'est tôt, on en pense qu'on veut, mais ça marque quand même une tendance parce que même dans des sondages, c'est absolument inédit d'avoir un taux aussi fort. Donc je ne suis pas tout seul, je suis souvent rassuré par ça. Jean-Luc Mélenchon, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur les relations internationales. C'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur la manière de faire de la politique, sur les rapports de force entre les mouvements. On avait créé le parti de gauche pour faire le front de gauche pour que Mélenchon soit candidat. On a réussi. Non seulement le Front de gauche était là, il était candidat. Et en 2017, on avait le vrai Mélenchon, à la France Insoumise. Nous avions uniquement la Marseillaise, pas l'internationale. Nous avions que des drapeaux bleu, blanc, rouge dans les meetings. On avait donné la consigne au service d'ordre de refuser tout drapeau rouge, marteau, faucille et compagnie à l'entrée. Même s'ils étaient 300, on bloquait les 300. Parce qu'on voulait donc pas être un repoussoir pour les Français, mais au contraire, faire en sorte que les gens puissent venir chez nous. Montrer qu'on n'était pas d'extrême gauche, qu'on n'était pas de gauche. D'ailleurs, Mélenchon ne parle ni de gauche ni de droite dans sa campagne de 2017. Il parle du peuple contre l'oligarchie. C'est ça le populisme à l'époque, et il fait 20%. Électoralement, ça a payé. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas l'extrême gauche uniquement qui a voté, c'est un pan assez considérable du peuple français. Donc, alors pourquoi ce revirement? Pourquoi ce revirement après 2017? Écoutez, petit à petit, mon point de vue personnel, c'est que la France Insoumise voulait consolider son leadership à gauche. Face à Europe Écologie Les Verts qui commençait à progresser, face à l'extrême gauche Besancenot, etc. Et donc, pour ce faire, les européennes arrivaient. Ils savaient que c'était les grandes villes, les pôles urbains qui votaient aux européennes, qui avaient beaucoup d'abstention. Et donc, ils se sont dit, on va plus proposer d'être souverainiste, d'avoir un plan B au niveau européen, mais on va mettre Manon Aubry, qui nous provient directement de l'UNEF et d'Oxfam, de Georges Soros et compagnie, on va la mettre ici. Et son discours à elle, c'était « on va sauver l'Europe ». Elle avait sorti une bouteille d'oxygène dans une émission pour sauver l'Europe. Un Jean-Luc Mélenchon qui s'attaquait au communautarisme, ça en était fini. Il fallait plutôt défendre des musulmans qui seraient attaqués. Donc finalement, on a une gauche qui a mis l'ouvrier de côté, qui a mis Jeanne d'Arc et qui l'a écarté. Et aujourd'hui, le musulman a remplacé l'ouvrier. Aujourd'hui, le migrant a remplacé le prolétaire. Et finalement, on se dirige vers une gauche Terra Nova. Une gauche qui a abandonné les ouvriers, qui a abandonné son combat social pour se diriger uniquement vers la défense des minorités. Voilà. C'est le nouveau combat aujourd'hui de la gauche, défendre les migrants, défendre les minorités sexuelles, promouvoir les toilettes neutres pour les transsexuels. Voilà. On est loin de Miloš Obilić et des martyrs ou de Jeanne d'Arc. Donc, on applique la modélisation Terra Nova également à la France Insoumise. Exactement. Ce faisant, la France Insoumise pensait être leader à gauche aux européennes. Le problème, c'est qu'à force de recopier Europe Écologie Les Verts, vous avez vu les résultats. Europe Écologie Les Verts fait le double du résultat de la France Insoumise pour les élections européennes et prend clairement le leadership aujourd'hui à gauche, laissant la France Insoumise et notamment son électorat souverainiste, ouvrier, l'électorat de François Ruffin dans la Somme, des territoires désindustrialisés, au profit, en tout cas pensait-il, au profit d'un électorat urbain qui va en trottinette dans son open space. Mais voilà, il y a un réel changement, ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, c'est Europe Écologie Les Verts qui tient le gouvernail de la gauche. On vote pour le modèle, pas pour la copie. Exactement.
Alors, de la même façon, on constate une relative disparition du populisme dit de gauche. En Espagne, avec Podemos, et surtout en Allemagne, avec Aufstehen, Oui. qui électoralement n'a pas su trouver sa place. Tout à fait. Moi, à l'époque, j'étais extrêmement heureux de voir que le populisme se lançait un peu partout. George Kuzmanovic lui-même avait fait une tribune dans le Nouvel Observateur sur Aufstehen en disant que c'était ça qu'il nous fallait en Europe. C'était de tels partenaires. D'abord, c'est un mouvement, c'est pas un parti, populaire, qui s'oppose à l'immigration, c'est-à-dire qu'ils sont pour assécher les flux migratoires, notamment en Allemagne, après que Merkel ait accueilli près de 600 000 Syriens et autres migrants. Parce que, d'un point de vue social, l'immigration était mauvaise pour le travailleur allemand, ça tirait les salaires vers le bas et ça bénéficiait qu'à une catégorie de personnes, c'est l'oligarchie, ce sont les grands groupes qui justement avaient leur armée de réserve, hein, tout simplement, on en parlait tout à l'heure. Malheureusement, là encore, beaucoup de gens de gauche pensent comme ça, mais le psychodogmatisme fait qu'ils sont automatiquement anéantis, qualifiés de fascistes, lorsqu'ils défendent Aufstehen. Voilà, on a un réel problème. Vous voyez les sondages, là encore. 2 Français sur 3 considèrent qu'il y a trop d'immigrés dans notre pays, c'est-à-dire s'opposent, en tout cas, et pour assécher les flux migratoires. C'est 1 électeur sur 3 à la France insoumise. C'est pas rien. 30%, c'est pas 2%. C'est un tiers des insoumis pensent comme Marine Le Pen aujourd'hui sur l'immigration. C'est pas rien. Et les populistes de gauche se sont tous fracassés sur le mur des alliances. Podemos a explosé en vol, j'ai envie de dire, puisque ça montait, ils avaient énormément de succès. Et puis est venu le débat qu'a eu la France insoumise. Est-ce qu'on reste populiste, comme le disait Chantal Mouffe, c'est-à-dire la seule frontière qui est, le seul clivage qui existe, c'est le peuple contre l'oligarchie, ou est-ce qu'on se dirige, comme à l'époque, la gauche contre la droite? Eh bien, Podemos a eu ce débat, ils se sont divisés, ils ont explosé, et aujourd'hui, semble-t-il, Vox reprend clairement le populisme espagnol. Exactement. Les enjeux de souveraineté ont définitivement disparu de la gauche, à vous entendre. Oui, alors, il y a 2 choses. C'est qu'aujourd'hui, incontestablement, je trouve que Marine Le Pen défend le mieux la souveraineté, la liberté dans notre pays, la défense du social et la République. Maintenant, quand on rentre dans le détail, quand on creuse sur les sujets, on voit quand même qu'un certain nombre de personnes à gauche, ils sont très peu, mais ils n'ont pas emprunté la voie de Mélenchon, de l'intersectionnalité et de tous ces délires qui nous proviennent des États-Unis d'Amérique, mais au contraire se rapprochent. Vous n'avez pas de nom à mettre. Ben, j'ai plusieurs noms à vous mettre. Arnaud Montebourg, par exemple, dans une interview, explique qu'il est pour le contrôle de l'immigration. Il est contre toute négociation avec les islamistes. Vous voyez, c'est pas rien à gauche, venant de la bouche d'un ancien ministre de François Hollande quand même. Et il prend l'exemple du gouvernement algérien sur le fait qu'il ne négocie absolument rien avec les islamistes. C'est assez étonnant puisqu'ils sont assez durs face aux islamistes. On a Chevènement qui nous parle de détournement du droit d'asile dans notre pays. C'est-à-dire qu'il explique que le droit d'asile doit exister parce qu'il existe des personnes qui fuient vraiment la guerre, etc. Ils sont très peu, mais oui, ça existe. Qui est un droit individuel octroyé à certaines personnes physiques. Aujourd'hui, une très grande majorité des personnes sont déboutées du droit d'asile, ont une obligation de quitter le territoire français et ne quittent pas, ce qui prouve une faiblesse de l'État à respecter l'exécution de décisions de justice. Je veux dire, c'est extrêmement grave ce qui se passe aujourd'hui. L'État français ne peut même pas nous dire qui séjourne sur le territoire de la République. C'est absolument délirant ce qui se passe aujourd'hui, et des personnes le voient. François Ruffin parle de frontières on va revenir à François Ruffin, si vous voulez bien. Tout ça schématise un peu la fameuse phrase de Thomas Frank, « Les pauvres votent à droite et les riches votent à gauche ». C'est exactement ça. Je vais vous prendre une anecdote, c'est que pendant des années, on avait le slogan « Place au peuple » avec Jean-Luc Mélenchon en 2012. On avait ce mot « peuple » face à l'oligarchie en 2017, « peuple, peuple, peuple ». Et finalement, les cadres que j'avais autour de moi à la France Insoumise, c'était des profs, principalement. Et quand je suis monté au meeting à Hénin-Beaumont, lorsque je suis passé au Rassemblement national, lorsque j'ai soutenu Jordan Bardella et Marine Le Pen, le meeting s'est très bien passé.
les discours étaient enflammés. Et quand j'ai pris la parole, j'ai vu le peuple face à moi, le vrai, celui que j'imaginais, celui qui avait des habits qui ressemblaient à ce qu'aurait pu m'offrir ma grand-mère. Je m'identifiais clairement au peuple dont je parlais pendant des années et que je voyais ici face à moi à m'applaudir. C'était juste exceptionnel, c'était l'aboutissement d'années de militantisme puisque je retrouvais le peuple que je défendais pendant tant d'années, ici au Rassemblement national. Donc rien à regretter de la France insoumise. J'ai rien à regretter, si ce n'est que je crois qu'ils ont pris une mauvaise pente et qu'ils ont mis fin à une aventure qui pouvait être inédite et exceptionnelle dans l'histoire politique à gauche. Malheureusement, ils ont eu peur. Vous parlez d'insoumis, pas soumis. Je crois que la France insoumise a manqué de courage, courage de pouvoir critiquer des islamistes, très clairement, en n'ayant pas peur d'être qualifiés d'islamophobes. Alors, ils ont peur, donc ils sont rentrés dans cette dictature des minorités et ne fait que ça, matin, midi et soir, en abandonnant le social. Je trouve que c'est assez triste finalement. Il y a une personnalité que vous évoquiez qui intrigue beaucoup, c'est justement François Ruffin. Est-ce qu'on pourrait imaginer un François Ruffin dire merde à ce courant indigéniste et envisager une ou des alliances populistes? Vous l'avez rencontré, vous le connaissez. Quel est votre sentiment, sans tomber dans l'analyse de personnalité? Non mais François Ruffin, alors, je le connais moins que les autres à la France Insoumise, puisqu'il est resté quand même très indépendant. François Ruffin, il est membre du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée, mais il n'en est pas membre lui-même. Il est plutôt libre. Il a fait, en ce qui me concerne, des ouvrages, des films qui me paraissent extraordinaires. Le film Merci Patron. Merci Patron est pour moi un chef-d'œuvre, parce qu'il montre à quel point il y a aujourd'hui un fossé entre le peuple et l'oligarchie. Un fossé, mais délirant, démesuré, dont on ne peut même pas imaginer. Et ça, c'est vraiment sa qualité. Le journal Fakir aussi avait des analyses très intéressantes. Et finalement, il a réussi à capter l'électorat de la Somme, où il est député, d'une zone désindustrialisée qui a subi de plein fouet la mondialisation, le mondialisme, subit les délocalisations, qui subit le chômage, la perte des emplois et la perte du savoir-faire français, puisque tout est parti ailleurs. C'était la qualité de Mélenchon à l'époque, c'est d'avoir réussi à capter un électorat qui était plutôt urbain et aussi un électorat de la Somme, comme François Ruffin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est juste totalement fini. Il ne pourra plus concilier ces deux électorats-là. Il y a une fracture dans notre pays qui est énorme. Et donc, effectivement, François Ruffin est très fort sur toutes les questions sociales. Je le trouve encore, mais c'est mon point de vue, assez timide sur les questions d'intersectionnalité, sur les questions d'indigénisme. Il s'exprime très peu sur le sujet. Bah, vous vous souvenez sur la marche contre l'islamophobie, je veux dire, le texte de l'appel était quand même un texte qui expliquait grosso modo que l'État français était raciste, était islamophobe dans ses lois, par ses autorités, enfin, des choses quand même extrêmement graves. C'était signé de certaines personnes qui sont des frères musulmans, voire des islamistes, comme Abou Anas Nader, qui est un prédicateur absolument fou, salafiste. Et là, tous les élus de la France Insoumise ont signé ce texte-là. Pas que, il y a aussi des élus Europe Écologie Les Verts. C'était extrêmement grave. Et on voit que François Ruffin, quand on lui pose la question, mais vous avez signé, est-ce que vous allez manifester? Il dit non, j'ai un match de foot avec des copains, donc j'irai pas. Oui, c'est un bras d'honneur. Mais on lui a dit, oui, mais vous l'avez quand même signé? Oui, oui, je l'ai signé, mais je mangeais des gaufres à Bruxelles avec mes enfants, j'ai pas lu le texte. Et on lui repose une troisième question et il dit, s'il vous plaît, arrêtez de me... Je sais pas quoi répondre. Voilà, Donc on voit bien qu'il est timide et lui-même voit qu'il y a une fracture à gauche qui est irréconciliable. Aujourd'hui, le clivage, c'est les localistes, les nationaux, ceux qui défendent nos territoires, notamment dans la Somme, ceux qui défendent les petites gens, ceux qui défendent la réindustrialisation du pays, face aux mondialistes, aux Américains, j'ai envie de dire, ceux qui nous importent tous ces concepts délirants qu'il faut, je crois, renvoyer, comme De Gaulle a renvoyé les Américains chez eux. Je pense que ces concepts, il faut aussi les renvoyer d'où ils viennent, à Washington. Alors c'est une passerelle toute trouvée, puisque on balayait ensemble les figures du populisme. Alors on va parler d'une figure du populisme dit de gauche, chère à votre cœur, c'est Hugo Chavez. Oui. Ben, Hugo Chavez, moi je sais que le sujet peut poser question, notamment dans notre famille politique, mais je crois qu'il faut éviter les caricatures concernant Hugo Chavez. On parle d'Hugo Chavez, on ne parle pas de Maduro. Hein. Complètement.
Il faut se mettre en tête que l'Amérique latine, tous les pays d'Amérique latine ont tous subi un coup d'État de la part de la CIA. Absolument tous. Il n'y en a pas un qui n'a pas subi de coup d'État de la CIA. C'est-à-dire que l'Amérique latine a toujours été considérée comme le jardin, finalement, des États-Unis d'Amérique. Le terrain de jeu. Le terrain de jeu. Le Venezuela a les plus grandes réserves de pétrole au monde, encore faut-il le rappeler. Et effectivement, Hugo Chavez débarque ici, est élu, puis emprisonné, puisqu'on a essayé de le chasser, puis le peuple est sorti dans la rue pour pouvoir faire en sorte qu'il revienne au pouvoir. C'est quand même assez extraordinaire, la fusion entre le peuple et son dirigeant. Et je rappelle que ce qui s'était passé avant, c'est que le gouvernement social-libéral du Venezuela, proche des États-Unis, avait tiré dans la foule lors des manifestations. Il y avait plus de 2000 morts. Ça, personne n'en parle. Chavez arrive après ça, en donnant des droits aux Vénézuéliens, en réformant le système de santé, en réformant le système agraire, en réduisant l'analphabétisation dans le pays de manière absolument considérable. L'IDH du Venezuela a monté de manière absolument exponentielle dans le classement de l'ONU. Et donc, on a quand même des choses intéressantes. Je ne dis pas que Chavez est un modèle, je dis qu'on a quand même des idées plutôt intéressantes. Il est très loin de la caricature qu'on en fait. Il est très loin de la caricature, et j'ajoute quand même qu'il a donné des droits à l'opposition, notamment le référendum révocatoire, c'est-à-dire permettre à l'opposition d'organiser un référendum lorsqu'elle recueille suffisamment de signatures pour demander le départ de telle ou telle personne, que ce soit du président de la République, du maire du village, de tout le monde. Et il a d'ailleurs subi, j'ai envie de dire, ce processus où l'opposition a fait un référendum et les Vénézuéliens avaient voté non. On veut garder Chavez au pouvoir. Donc Chavez disait toujours le gouvernement marche au coup de fouet de l'opposition. Et je pense qu'il n'a pas tort, c'est ça la démocratie. Alors on peut toujours critiquer Chavez, je veux dire, c'est pas parfait. L'insécurité est énorme au Venezuela, c'est un vrai problème qu'il n'a pas réglé. Diversifier l'économie, pas faire que du pétrole, c'est aussi ils ont essayé, mais c'est quand même très compliqué. Maintenant, parlons des référendums. Si on critique Chavez, je veux bien, mais on ne peut pas critiquer Chavez quand on s'appelle Nicolas Sarkozy et qu'on a fait un doigt d'honneur aux Français lorsqu'ils ont voté non au TC en 2005 et qu'il a dit qu'ils avaient voté oui. Voilà. Que l'Union européenne critique Chavez, très bien, mais souvenez-vous, en Irlande, lors du référendum sur le traité de Lisbonne, les Irlandais ont voté non et l'Union européenne a dit c'est pas la bonne réponse, vous allez revoter jusqu'à ce que vous trouviez oui. Donc je suis d'accord pour critiquer Chavez, mais ça dépend de qui la critique vient. C'est presque un jugement historique aujourd'hui, évidemment. Dans les figures populistes, alors on passe à droite, on va dire, et la figure de Trump, elle vous inspire quoi? Elle m'inspire énormément parce que, vous savez, on parle de Trump comme quelqu'un de droite, ultra-conservateur, etc. En réalité... Non, quand je disais de droite, c'est pour schématiser. Mais en réalité, je crois que Donald Trump a un bilan économique qui est satisfaisant. Il a fait du protectionnisme, il a fait du localisme, notamment en mettant un coup de pression, j'ai envie de dire, certaines entreprises qui souhaitaient délocaliser au Mexique. Il leur a dit, écoutez, on vit dans une économie libérale, vous avez le droit de partir, par contre, vous serez taxé de manière telle que vous allez y réfléchir 2 fois. Il a de bons chiffres au niveau de l'emploi, il a de bons chiffres au niveau de la création de richesses. Ça veut dire quoi rationnellement et de manière cartésienne? C'est que Donald Trump est le président qui a le plus aidé la communauté américano-africaine des États-Unis d'Amérique. C'est assez extraordinaire finalement. Et puis, pardon, mais celui qui l'a remplacé, Joe Biden, on se souvient pendant la campagne, disait quand même, si vous êtes de couleur noire, vous ne pouvez pas voter Trump. C'est quand même extrêmement grave d'entendre ça. C'est-à-dire que pour Biden et pour les progressistes, les modernes et les gentils, la couleur de peau prédéterminerait l'opinion politique, philosophique et le reste. Oui. C'est le racialisme et c'est extrêmement grave. Comment ces gens-là peuvent être considérés comme des progressistes en disant de telles choses? Alors, Andrea Cotarac, vous êtes assistant parlementaire désormais au Parlement européen. Alors, à quoi ça ressemble le Parlement européen quand on arrive? C'est le château de Kafka? Exactement. Le Parlement européen, bon, c'est une énorme structure. Ça rassemble énormément de personnes. Dans un couloir, vous pouvez rencontrer une Bulgare, puis 10 mètres plus loin, une Suédoise, puis une Chypriote, puis un Allemand.
Donc finalement, c'est un concentré de l'Europe. C'est un concentré de l'Europe qui est plutôt intéressant finalement parce que il y a une diversité de cultures, il y a une diversité des langues, une diversité des points de vue. C'est plutôt intéressant puisqu'on est tous des pays voisins, on partage tous une histoire quand même qui est commune. Maintenant, le paradoxe de tout ça, c'est que l'Union européenne, plutôt que de démontrer qu'on est dans une diversité, dans une richesse de cultures, d'histoires, de philosophies différentes, eh bien l'Union européenne cherche à uniformiser absolument tout, à centraliser absolument tout, à technocratiser absolument tout. Et finalement, l'Union européenne tue l'Europe au Parlement européen. Alors oui, je travaille pour Hervé Juvin, qui est... Quelques questions justement, oui. Parce que je pense que les gens qui nous regardent ou qui nous regarderont seront intéressés par la personnalité d'Hervé Juvin, s'ils ne le connaissent pas encore, qui est d'ailleurs chroniqueur régulier Oui. à Éléments. Hervé Juvin, c'est un peu un ovni dans le monde politique. C'est un homme d'affaires, c'est un ethnologue, un grand voyageur, un intellectuel. Oui. C'est une personnalité complexe. Tout à fait, j'ai beaucoup de chance de travailler pour lui parce que... oui, et j'ajoute une chose, ouais. c'est que en plus de tout ça, il a quand même été publié par Pierre Nora, chez Gallimard, Gallimard, dans la collection Idées. Tout à fait, il a écrit, je crois, 14 livres, il a eu 3 prix littéraires en matière économique, donc il a un point de vue économique, d'homme d'affaires, et en même temps, il a voyagé dans le monde un peu partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, au Madagascar, en Inde, et c'est quelqu'un finalement qui a un grand respect des cultures, des ethnies et de la diversité justement. Aujourd'hui, le mondialisme fait qu'on connaît moins bien le monde à force de vouloir l'uniformiser, à force de vouloir établir de mêmes normes partout. Eh bien, on connaît moins bien le monde finalement, parce qu'à l'époque, on allait explorer, à l'époque, on allait découvrir des cultures. Et aujourd'hui, on voit que dans une métropole, que ce soit à Tokyo, à New Delhi, à Paris ou à New York, eh bien, nous avons les mêmes enseignes, nous avons les mêmes rues marchandes, avec les mêmes commerces, avec les mêmes points de vue, les mêmes recettes. Absolument. Et finalement, c'est extrêmement triste. Ce mondialisme nous rend... le barbare pille, le touriste profane. Exactement. Et c'est ça l'intérêt avec Hervé Juvin, c'est qu'on arrive quand même à creuser davantage les sujets sur la culture, sur les diversités, sur les points de vue, sur la géopolitique, avec des informations qu'on a qui sont assez poussées, et permettre d'enrichir aussi Marine Le Pen sur le programme présidentiel. Alors, de la diversité au localisme, il y a un grand pas, puisque le Rassemblement national est quand même un parti, entre guillemets, jacobin. Comment faire coexister cette création d'un mouvement ou d'un parti localiste avec la tradition jacobine? Je vais vous décevoir, mais encore pire, c'est que moi, avec Jean-Luc Mélenchon, j'ai été formé au jacobinisme. À l'unité du peuple français. Mais si vous voulez, le jacobinisme est souvent caricaturé, où on dit c'est Paris qui décide pour le reste. Non, les jacobins, c'était des Français de tout territoire qui décident à Paris pour l'ensemble du territoire. Bon, aujourd'hui, moi, je pense que ce débat jacobin-girondin qui date de la Révolution et même avant est un peu dépassé. Aujourd'hui, quand vous écoutez une Anne Hidalgo, maire de Paris, elle parle des archipels de métropole au niveau mondial. Aujourd'hui, les flux, aujourd'hui, les transports, aujourd'hui, le mondialisme fait que le débat jacobin-girondin est un peu dépassé. Souvenez-vous des Gilets jaunes. On n'en parle plus tellement aujourd'hui, mais je pense que ça reste dans l'esprit des Français, puisqu'ils n'ont pas eu de réponse. Ce n'étaient pas des indépendantistes, ce n'étaient pas des gens qui criaient « nous sommes Girondins, nous sommes Girondins ». Non, c'est des gens qui nous disaient « on est Français, on est fiers d'être Français, mais notre territoire meurt aujourd'hui ». Nous n'habitons pas dans les grandes villes, nous ne pouvons pas aller en trottinette, travailler dans l'open space comme le font les électeurs d'Europe Écologie Les Verts. Nous, on est obligé de prendre notre voiture, on est obligé d'aller au travail en voiture, on est obligé d'emmener notre fils au club de foot le soir ou notre fille au club de musique pour être caricatural. Et on nous punit davantage, on nous taxe, on nous fait payer l'essence. Et en plus, on dit qu'on est des beaufs, racistes, pollueurs, etc. Donc on remarque dans notre pays, il y a une fracture extrêmement forte entre les territoires. Aujourd'hui, la fracture sociale, elle est presque quasiment territoriale en France. Donc on voit bien qu'il y a des territoires qui meurent et il y a des absurdités qui se déroulent aujourd'hui dans notre pays sur le localisme. Vous voyez par exemple Europe Écologie Les Verts à Lyon, nous en parlions tout à l'heure, qui impose des repas véganes à nos enfants. C'est une décision qui est stupide écologiquement parce que le maire de Lyon va chercher du poisson, va piller les mers et les océans, que même les organisations écologistes disent que c'est une mauvaise idée, et il écarte
les filières produits d'élevage à côté de Lyon. Le bœuf charolais est à 100 km. Mais je préfère avoir du bœuf charolais dans l'assiette des petits Lyonnais que de voir le bœuf charolais exporté au Chili et avoir des petits Lyonnais qui mangent du poisson surgelé qui nous vient du Vietnam, puisque l'Union européenne a fait un traité de libre-échange avec. Voilà, c'est un non-sens écologique, c'est un non-sens social, parce qu'une fois de plus, on attaque les éleveurs, qui déjà vivent très mal. On a une grosse partie des paysans dans notre pays qui vivent avec 350 € par mois. Je veux dire, et le nombre de suicides. Et le nombre de suicides, vous connaissez tout ça. Donc on a là vraiment des absurdités écologistes. C'est ça le localisme. C'est à la fois privilégier nos savoir-faire, puisque cette viande est absolument extraordinaire. C'est privilégier l'emploi au niveau local et privilégier le bon sens écolo, environnemental en tout cas, comme en parle Hervé Juvin. J'avais écrit aussi dans Éléments à un moment donné sur les traités de libre-échange. Je crois que c'est l'exemple type du mondialisme aujourd'hui, de l'absurdité du mondialisme. Et finalement, je fais le lien entre la gauche et la droite sur les traités de libre-échange, parce que prenez le cas du CETA, le traité de libre-échange qui devait avoir lieu entre l'Union européenne et le Canada. Absolument, ouais. On a une commission européenne qui n'avait pas protégé un certain nombre de fromages français. C'est-à-dire, en d'autres termes, que les Canadiens auraient pu produire du Saint-Marcellin, par exemple, avec l'appellation Saint-Marcellin. Du camembert aussi. Avec des coûts de production beaucoup plus bas. Et ça, c'est quand j'ai rencontré les types du Saint-Marcellin, pour eux, les traités de libre-échange, ce n'est pas un mot vain qui est débattu au Parlement européen. Pour eux, c'est la mort de leur étiquette, la mort sociale, puisqu'ils vont perdre évidemment des emplois. Et aussi, c'est la mort de l'identité de nos produits locaux. Souvent, un produit, ça fait la fierté d'un territoire, fierté d'une ville, ça porte le nom du village ou du lieu-dit. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, le social et l'identité sont les deux faces d'une même pièce. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui au Rassemblement national, puisque la gauche, elle, ne parle plus de social, mais de... Au Rassemblement national et au Parti localiste. Évidemment. C'est un mouvement. Le mouvement localiste, effectivement, c'est vraiment privilégier nos savoir-faire, privilégier nos filières d'élevage, privilégier et protéger notre biodiversité. Être patriote, aimer son pays, c'est pas simplement protéger les frontières, c'est protéger la biodiversité, les sous-sols, la richesse de nos forêts, la richesse de la biosphère. Aujourd'hui, on a des personnes sur nos territoires qui n'ont plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire que dans leur travail, par exemple, et là je m'adresse aux électeurs de gauche, quand on fait un travail, il faut avoir un sens de ce qu'on fait, il faut avoir une fierté de ce qu'on fait. Aujourd'hui, le travail donne un sens à une vie. Mais évidemment, aujourd'hui, on a des emplois soit qui sont réduits à l'esclavage, comme on a aujourd'hui, l'ubérisation de la société, soit on a des emplois qui avant avaient du sens, qui n'en ont plus. Je prends l'exemple d'un employé de banque. Les fameux bullshit jobs. Mais bien sûr, mais un employé de banque, la banque est importante, dans son rôle dans la société est extrêmement important. À l'époque, ce qui faisait la fierté d'un employé de banque, c'est qu'il pouvait vous dire sur son territoire, dans sa ville, quelle entreprise il avait soutenue, sauvée, combien d'emplois indirectement il avait créé, quel risque il avait pris. Aujourd'hui, c'est terminé. Tout est là encore uniformisé au niveau national. Les critères d'attribution de crédit sont uniformisés. Décidé à Paris. Les dossiers ne portent plus le nom de l'artisan ou de l'entrepreneur du coin, mais c'est aujourd'hui un numéro. Il y a une perte de sens du travail et il y a une perte de fierté locale. Et bien ça, c'est dans tous les métiers que ça se passe. Il faut redonner un sens, il faut redonner une fierté au travail. C'est ça aussi le localisme. Donc on va publier le manifeste du mouvement localiste. Ça va sortir, je pense, à l'heure où je parle, c'est déjà dans les turbines de l'impression. Et puis derrière, on voulait créer un événement physique de lancement du mouvement localiste. C'est un peu compliqué avec les règles du Covid, donc on va lancer tous les outils numériques. Et là aussi, on va créer la rupture au niveau numérique, puisqu'on va changer radicalement de manière de faire pour donner la parole aux gens au plus proche de chez eux, au plus proche de leur territoire et au plus proche de leurs attentes. Conséquence, un enrichissement intellectuel pour le futur programme du Rassemblement national. J'imagine. Le fonctionnement d'un groupe d'opposition au Parlement européen, comme le groupe dans lequel vous travaillez, Identité et démocratie, oui. Ça se passe comment? Est-ce qu'on peut considérer que vous avez une utilité politique? On a une utilité politique qui est évidente parce que, je le rappelais tout à l'heure, les mondialistes aujourd'hui sont tous d'accord entre eux.
de la droite. C'est une utilité de représentation. Bah, évidemment. Je parle en termes d'acquis de terrain, si je puis dire, de vote, de résolution. Oui, c'est très important. Je parlais tout à l'heure des traités de libre-échange. J'en parle en connaissance de cause, puisque Hervé Juvin est justement le référent dans la commission, ce qu'on appelle INTA, donc le commerce international. Et là, on a des positions très tranchées entre les mondialistes, qui d'ailleurs considèrent encore aujourd'hui, dans cette commission, récemment, il y a eu un document de révision de la politique du commerce international de l'Union européenne. En réalité, il n'y a aucune révision. On a une Union européenne qui nous explique que l'économie doit rester ouverte, qu'on a réussi à créer des millions d'emplois avec le libre-échange, sans expliquer et sans nous dire combien d'emplois on en a détruit et où est-ce que ça en a créé, principalement en Pologne. Bon, donc on peut en rediscuter. C'est une politique qui pense naïvement, de manière dogmatique, que la mondialisation heureuse, c'est encore possible. Pas naïvement. Dogmatiquement, idéologiquement, c'est évident. Il y a un peu de naïveté aussi, mais je vous prends l'exemple à l'époque de Trump, qui protégeait son économie, contre nous, évidemment, c'est ce qu'on nous on devrait faire, mais lui, en tout cas, le faisait. Il avait attaqué Airbus et il avait attaqué notamment les produits principalement français et italiens. Eh bien, le jour où il faisait ça, la commission INTA réfléchissait à comment faciliter l'importation de bœuf américain sur notre sol. Donc on voit vraiment le deux poids deux mesures. Alors que Trump défend son économie de manière agressive vis-à-vis de nous, on se pose la question comment est-ce qu'on va faciliter les marchandises américaines sur notre sol. Donc on voit bien que l'Union européenne ne souhaite pas de protectionnisme. Et je le disais tout à l'heure, l'Union européenne tue l'Europe aujourd'hui, alors qu'au contraire, il faudrait être européen. On partage une culture, on partage des intérêts communs. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là sur différentes coopérations de pays souverains, comme sur les GAFA par exemple. Il est impensable que l'Union européenne donne des leçons à tout le monde de démocratie, de morale, pense être le modèle au niveau écologique, et que dans le même temps, elle n'ait ni ses propres réseaux sociaux, qu'elle ne protège pas ses datas, et finalement qu'elle ne protège pas ses propres citoyens face au numérique et face aux défis de demain. On aurait pu imaginer un président Trump, avec les caractéristiques qu'on lui connaît, non pas réglant le problème des GAFA, mais s'attaquant au monopole qu'il représente aujourd'hui. C'est-à-dire faire ce qu'avait fait un de ses prédécesseurs il y a fort longtemps avec les compagnies pétrolières, c'est-à-dire les obliger à vendre ou à partager leurs activités. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que, si ça n'a pas été le cas aux États-Unis, de la part d'un président américain, est-ce que vous pensez vraiment que l'Europe a la capacité de se protéger aujourd'hui en l'état actuel des choses, même avec une volonté politique, contre les GAFA? Ça semble hypothétique. Mais je pense que l'Union européenne, étant le premier PIB au niveau mondial, elle a une capacité quand même, si elle se met d'accord sur les intérêts communs, sur une stratégie ferme. Le problème étant que... Vous disiez que le dogmatisme, c'était quand même le libre-échange. Toujours. Tout à fait. Mais justement, il faut se protéger face à cette économie ouverte. Hein. Je cite la Commission elle-même qui pense que l'économie ouverte, c'est le modèle à suivre, alors que nous sommes les derniers dans le monde à croire à ça. Et puis on a aussi, là je le dis, une forme de naïveté, notamment de la part d'Emmanuel Macron. Voyez le pragmatisme allemand qui a envoyé une délégation à Moscou pour essayer de valider, de certifier et puis d'avoir des vaccins Sputnik V qui, selon le magazine The Lancet, apparaît comme l'un des plus efficaces à 91,6%. Emmanuel Macron, lui, donne des leçons sur Alexei Navalny, à Vladimir Poutine en matière de démocratie, de morale, alors qu'objectivement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, sous Emmanuel Macron, on n'a pas la capacité de donner des leçons au monde entier. Sur les vaccins, par exemple, vous prenez le Conseil de sécurité des Nations Unies, les Chinois ont leur vaccin, les Russes ont leur vaccin, les Britanniques ont leur vaccin et les Américains ont leur vaccin. Seule la France n'a pas son vaccin. Ce qui prouve quand même qu'on a du retard, que la France est en train, gouvernement après gouvernement, eh bien, de baisser son influence au niveau mondial. Elle a baissé ses subventions, notamment à la recherche publique, ce qui fait que le génie français part notamment aux États-Unis faire pour les autres. Donc on voit bien que l'État français aujourd'hui est faible, mais que Emmanuel Macron se permet quand même de donner des leçons, oui, alors qu'il devrait y avoir beaucoup plus de pragmatisme, de réalisme. Je finis sur un autre exemple. Quand les Allemands rachètent les TGV, Siemens rachète nos TGV d'Alstom, alors pour d'autres raisons, ça n'a pas eu lieu, ou ils sont encore en train de discuter sur la fusion, mais
Il n'y a qu'en France où on explique qu'on vend aux étrangers en expliquant que l'objectif, c'est de faire de grands groupes européens. Ça n'existe pas, la notion de grand groupe européen. Les Allemands, eux, expliquent que les Allemands ont racheté une entreprise française, point. Alors, il y a un pragmatisme qu'on n'a plus, et à chaque fois, on explique qu'on défend l'Europe en faisant ça, on fait des grands groupes. En réalité, le pragmatisme français n'est plus là, et j'ai débattu avec plusieurs personnes sur les plateaux télé. Ils me disent, mais heureusement que l'Europe est là, parce que l'Allemagne est si puissante, heureusement que l'Europe est là. Donc on a aujourd'hui une élite, une classe politique française qui est francophobe, qui n'a même plus confiance dans les capacités de notre propre pays, porté par l'histoire, porté par ce qu'on a pu faire à l'époque. Des gens qui sont complètement laminés et qui en deviennent très tristes finalement. On ne va pas rentrer dans ce débat, mais de façon presque anecdotique, c'est le sujet de l'euro. À qui profite l'euro aujourd'hui? Aux Allemands, aux Hollandais, à qui d'autre? Mais je pense que peut-être, si vous voulez dire un mot sur ce sujet, c'est pas l'objet de notre discussion. Oui, mais... Très rapidement, mais de toute façon, les Français, comme d'autres peuples qui ont été attaqués par la Commission ou attaqués par la BCE, comme les Grecs, sont quand même attachés à l'euro pour diverses raisons. Je pense que les Français le sont aussi. Ce n'est pas la monnaie en soi qui est importante, c'est ce qu'on en fait. Un euro fort, effectivement, bénéficie aux Allemands, à leurs exportations, à leurs retraités, à leurs rentes. Les statuts de la BCE, ça aussi, c'est extraordinaire. La politique monétaire, ça a toujours été le bras armé du politique. Aujourd'hui, ce qui est fou à l'Union européenne, c'est qu'on a sanctuarisé l'indépendance de la BCE du politique. Comme si la BCE, c'était le pouvoir judiciaire en France. Ben non, la politique monétaire doit être intrinsèque, doit être liée, fusionnée avec le politique, sinon on perd un bras en laissant la politique monétaire de manière tout à fait indépendante. Donc on peut changer les choses, ce n'est pas l'euro, la monnaie ou les billets en tant que tels qui sont le problème, c'est quelle politique il en est fait, et puis quel est le niveau évidemment de l'euro, à qui bénéficie l'euro. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, c'est clairement à l'Allemagne, à la Hollande, à l'Autriche et peut-être pas le Danemark, qui ne sont pas l'euro, mais aux Hollandais, effectivement. Andrea Cotarac, vos lectures, vos inspirations historiques, vous lisez des romans, vous lisez des essais, vous lisez... que lisez-vous? Je lis un peu tout. Récemment, j'ai lu une bande dessinée, par exemple, de Nikola Mirković, qui s'appelle « Bienvenue au Kosovo ». Absolument. Et qui témoigne, qui est très bien faite, donc je la recommande, qui témoigne un peu de ce qu'est une guerre civile, finalement, où tout s'entremêle entre les origines, entre l'amitié, entre les voisins, et qu'il y a une réelle fracture quand des séparatistes, notamment islamistes albanais, eh bien, tuent leurs propres concitoyens albanais parce qu'ils ne veulent pas faire partie de leur groupe. Qu'on a deux amis, un Serbe et un Albanais, qui s'entretuent aussi, qui se fracturent, puis se retrouvent. C'est une BD qui est très bien faite. Je m'intéresse en ce moment un petit peu au mouvement à gauche, notamment Montebourg. J'ai commencé, mais je n'ai pas terminé son bouquin. Voir un petit peu quelles sont les évolutions qu'il peut y avoir dans le cerveau de certaines personnes qui étaient à l'époque avec François Hollande, mais qui font la promotion quand même du Made in France, de la souveraineté, et puis on l'a vu du contrôle de l'immigration aujourd'hui, de l'islamisme. Donc j'essaie un petit peu de voir ça. Et puis il y avait des classiques, évidemment, comme Michéa, par exemple. Oui, alors vous êtes plutôt Michéa ou plutôt Alain de Benoît? Mais ça, je parle de... Bon, c'est difficile de trancher, parce que des deux côtés, mais évidemment, c'est assez intéressant. Maintenant, Michéa, il a quand même une place intéressante dans ma pensée pour démontrer à quel point cette gauche Terra Nova, cette gauche qui a abandonné le social, cette gauche qui a abandonné le travailleur français, l'employé, l'ouvrier, eh bien aujourd'hui, Michéa explique très bien les choses. C'est quelqu'un de plutôt discret. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais je crois que ce qu'il écrit est quand même assez fondamental et que tout militant de gauche devrait pouvoir lire du Michéa. Alain de Benoît? Alain de Benoît aussi. Vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré par contre, grâce au magazine Éléments. Et je dois avouer que c'était une excellente rencontre aussi. Quelqu'un qui a évolué au fur et à mesure de sa vie, mais qui garde un fil à plomb assez extraordinaire et qui m'inspire beaucoup. Je n'ai pas de modèle, mais en tout cas, j'ai des personnes qui m'inspirent énormément. Alain de Benoît en fait partie, Hervé Juvin en fait partie, Michéa en fait partie, Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine manière, en fait partie aussi dans ce qu'il a pu écrire, dans ses prédictions, notamment de mouvement des Gilets jaunes, par exemple.
dans son bouquin L'ère du peuple. Voilà, il y a des choses intéressantes qui se passent un peu partout, et j'essaye de puiser un peu partout ce qui se passe, conformément à mon ADN dont je parlais au début de cette interview, à la fois partisan et à la fois nationaliste de l'autre côté. Donc beaucoup d'inspiration, des maîtres à penser, on fait un choix cornélien, Marx ou Proudhon? Je retiens beaucoup de choses chez Marx, notamment le matérialisme historique, qui me paraît juste une des meilleures œuvres dans justement les exploités et les exploitants jusqu'à aux prolétaires et aux bourgeois. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut prolonger la réflexion marxiste qui se tient toujours là-dessus. Maintenant, Proudhon... Je vous coupe 30 secondes sur Marx. Sa fameuse phrase, c'est les hommes qui font l'histoire sans savoir ce qu'ils font. Oui. C'est les hommes providentiels ou c'est les réseaux sociaux aujourd'hui, à votre avis? Non, je crois que Marx l'a dit, et puis ceux qui sont arrivés derrière, qui se référaient à cette idéologie, l'ont dit aussi. Gramsci l'a dit, l'histoire est faite de la main de l'homme, etc. Je pense que c'est vrai. Maintenant, je crois que ce ne sont pas les révolutionnaires qui font les révolutions, mais c'est les révolutions qui font les révolutionnaires, qui déterminent quels sont les hommes providentiels, quelles sont les personnes qui ont du courage, quelles sont les personnes qui se sont mis en première ligne, quelles sont les personnes qui ont pensé, qui ont une stratégie. Parfois, un petit nombre peut déterminer justement la victoire, s'il y a de la discipline. Lénine en parle. Et aujourd'hui, la gauche est très clairement anti-discipline, anti-ordre, anti-ordre de bataille, anti-stratégie, et se morfond à regarder le quotidien tous les soirs et à se dire que voilà, il faut de l'intersectionnalité, il faut plus de liberté individuelle, de l'antifascisme, enfin bon. On a la totale là-dedans, et on a surtout des gens qui sont censés promouvoir la liberté d'expression, qui on voit aujourd'hui à travers les GAFAM, à travers Twitter, à travers Facebook, à travers les décisions de M. Darmanin, notamment de dissoudre des organisations comme Génération Identitaire, à travers le Covid, notamment sur la liberté d'aller et venir, sur la liberté d'entreprendre, sur la liberté économique. Bref, on vit une période où la liberté quand même prend un sacré coup et recule dans tous les domaines de la société. Et je pense que c'est ça qui est extrêmement grave aujourd'hui. Sur Proudhon, il a parlé de la coopérative. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'actualité. Hervé Juvin en parle, on en parle dans le manifeste des localistes. Je crois qu'on a aujourd'hui des modèles qui sont dépassés. Quand on parle d'une société anonyme et qu'on privatise des secteurs stratégiques français, c'est aujourd'hui une mauvaise idée. Et puis c'est la France de tapis des années 80 qui aujourd'hui, à mon avis, n'a plus lieu d'être. Et en même temps, les nationalisations, c'est aussi dépassé puisque l'État, évidemment, paye pour racheter les entreprises. Et je pense que c'est aussi dépassé. Je pense que le juste milieu, c'est redonner le pouvoir, non pas à l'État, mais au peuple, à travers justement les coopératives. On peut se dire que, par exemple, plutôt que de libéraliser les barrages hydrauliques, comme souhaite le faire l'Union européenne et Emmanuel Macron, eh bien, on peut en faire des coopératives où chaque Français, avec une participation, je ne sais pas, d'1 € sur leur feuille d'impôt ou quelque chose d'assez symbolique, chaque Français a un poids. Et finalement, c'est la grande différence entre les nationalisations où c'est l'État qui contrôle, ou les sociétés anonymes où votre nombre d'actions prédétermine votre poids électoral dans l'entreprise. Eh bien, la coopérative, l'avantage, c'est que tout le monde a une voix, tout le monde est associé. Et je crois qu'il nous manque ça aujourd'hui dans la société française, c'est du commun. Le système des retraites, on veut les libéraliser où chacun gère son petit truc. Les lycéens nous parlent des femmes voilées qui auraient le droit d'être voilées parce qu'elles ont envie d'être voilées. Et je pense qu'on n'a plus de service militaire. Et donc, je pense qu'il nous manque du commun. Et à travers ces coopératives-là, eh bien, on va retrouver un peu le sentiment d'appartenir à une nation unie, indivisible, à une république, à un projet, à un pays, à un contrat social peut-être. On peut imaginer une réflexion sur le flux de l'épargne des Français vers ce genre de projet. Ça serait assez nouveau dans le paysage et sûrement de nature à rassurer. Oui, ça peut rassurer. Je pense que c'est ça aussi le localisme. Il ne faut pas le caricaturer en disant c'est simplement les fruits et légumes du coin. Ou le caricaturer en disant qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas la ville de Lyon qui va gérer la centrale nucléaire du budget. Évidemment qu'il y a une stratégie qui doit être nationale. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'avoir une réflexion locale, de redonner vie à nos territoires. Et effectivement, des Français qui souhaitent investir
Ça se passe aux États-Unis d'ailleurs, des Français qui peuvent investir, plutôt que d'investir et que ces fonds partent à Hong Kong sur différentes bulles de spéculation, on pourrait demander aux gens d'investir sur le territoire. Ça a été testé, hein, on a des personnalités politiques qui ont essayé de réunir des acteurs sur un territoire. On a des gens qui ont des idées extraordinaires, des projets qui peuvent marcher, qui sont viables économiquement, mais ils ne rencontrent pas les bonnes personnes. Ils doivent chercher un peu d'investissement, ils doivent voir des élus locaux qui peuvent aussi subventionner et aider des activités. Les structures d'investissement sont essentiellement centralisées. Complètement. Et ça manque au niveau local, et je pense que ça peut toucher tout le monde avec un peu de bon sens finalement. Sur le localisme, il y a un sujet qu'il faut aborder, c'est l'aménagement du territoire. Je voudrais avoir votre sensibilité sur l'hideuse périphérie des villes, des villes moyennes et des petites villes qu'on a enlaidies, que les maires ont enlaidies, que les élus locaux ont enlaidies, et la désertification des centres-villes. Complètement. Je pense qu'on a aujourd'hui un effet inverse avec le mondialisme, avec la crise du Covid et avec le reste, c'est qu'aujourd'hui on a une gentrification dans les centres-villes qui est juste affolante. Gentrification quand ce n'est pas désertification. On parle de gentrification dans les grandes villes, mais de désertification dans les petites et les moyennes villes. Complètement. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va vers une démétropolisation. C'est un terme qui était sorti au Rassemblement national et que je retrouve dans la presse, que je retrouve dans des amendements d'adversaires politiques. Donc c'est assez extraordinaire. C'est une bataille culturelle qui a été remportée. La bataille des mots. La bataille des mots commence à être remportée sur bien des flancs. On a le juste échange plutôt que le libre-échange, ça commence à sortir. Le localisme, les Verts commencent à en parler. On a la démétropolisation, donc on voit qu'on avance vers justement du bon sens, faire en sorte que les Français retrouvent les villes moyennes, retrouvent leur maison de campagne. On a des gens qui avaient des maisons de campagne qui aujourd'hui ne souhaitent plus revenir là où ils habitaient avant, mais préfèrent rester à la campagne, sur leur territoire où ils sont nés, sur leur territoire où ils ont grandi. On voit que les Français ont aujourd'hui besoin d'espace, ont besoin de bons produits, ont besoin de localisme, tout simplement. Et aujourd'hui, on a des villes comme Lyon où on a des familles de Lyonnais qui ont grandi à Lyon, mais qui n'arrivent plus aujourd'hui à vivre. C'est trop cher, les loyers augmentent, tout devient cher. Et finalement, ils sont obligés de partir de là où ils sont. C'est vraiment un phénomène qu'il faut analyser avec précision. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je crois je ne sais pas s'il y a des analyses précises en termes de départ de ces grandes métropoles françaises, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aux États-Unis, à New York en particulier, il y a entre 10 et 15% de la population new-yorkaise qui est partie et qui a d'ores et déjà déclaré qu'il ne reviendrait pas. Bien sûr. Jamais. Pour habiter à New York, bien sûr. Mais vous avez... C'est l'effet Covid, évidemment. Complètement. Et vous avez une fracture aux États-Unis qui n'est pas encore celle que l'on vit en France, mais qui est juste affolante, où sur un même territoire, vous avez des différences d'espérance de vie de l'ordre de 20 ans. L'espérance de vie aux États-Unis a diminué de façon considérable ces 20 dernières années. Mais même au sein d'un territoire, à 4 ou 5 km de différence dans l'habitation, vous avez 10, 15 ans d'espérance de vie de différence. C'est juste affolant. La fracture aux États-Unis est juste affolante. Et sur le phénomène de mondialisation, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait fait couler peu d'encre. C'était à Barcelone, où les Barcelonais s'étaient énervés contre les touristes, avaient détruit des voitures de touristes. Les médias français avaient dit que c'était des nationalistes, des fachos, etc. En réalité, c'était un phénomène qu'il fallait vraiment analyser avec sérieux, où c'était des Barcelonais de souche, on va dire, qui n'arrivent même plus à profiter de leur propre plage, de leur propre territoire, de leur propre mer, de leur propre biodiversité. À circuler chez eux. À circuler chez eux parce que c'était devenu extrêmement cher sur leur propre territoire. On a des gens qui sont originaires de ces territoires-là et qui sont juste expulsés par le phénomène de mondialisation. Je pense que ce sont des phénomènes qui vont se multiplier et qui sont vraiment analysés de très près. Merci Andrea Cotarac pour cet entretien assez long qui qui permettra, j'espère, à nos spectateurs de mieux vous connaître, puisque vous n'aviez pas fait l'objet, je crois, d'un entretien aussi long et aussi fouillé. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je remercie le magazine Éléments
qui, je crois, est le mieux placé pour créer de la conscience politique face au mondialisme et pour présenter des gens que les médias ne présentent pas forcément en creusant les sujets comme vous le faites. Donc merci à vous.